Je m'appelle donc Alexandre Burnand. Je ne viens pas du tout de l'économie sociale et solidaire. Mon background, c'est pour les objecteurs de croissance, ça peut être un mot qui fâche. C'est le développement durable, ça fait deux mots même. Et en fait, si je suis arrivé dans l'économie sociale et solidaire, c'est parce que j'ai réussi à me faire licencier 2 fois dans ce milieu de la durabilité. Donc la durabilité entre guillemets alors à ce moment. C'est vrai que j'ai quitté en fait par 2 fois le salariat, la condition de salarié, pour plusieurs raisons, notamment justement les prises de décision, les questions d'organisation hiérarchique, top-down, depuis le haut, qui ne me convenaient pas vraiment. Et donc je me suis intéressé de fil en aiguille, évidemment par les questions sociales, écologiques, propres au développement durable, à l'économie sociale et solidaire. J'ai fait valoir ces principes de durabilité auprès de la Chambre vaudoise de l'économie sociale et solidaire que j'ai rejoint l'année passée, pour peut-être plus d'écologie, plus de solidarité et mettre en avant les idées d'une durabilité forte qui peut parfois rejoindre la question de la décroissance. Mais je ne vais pas vous parler de la Chambre vaudoise d'économie sociale et solidaire. Je crois qu'on a un meilleur exemple tout à l'heure avec Genève. Je vais vous parler de la société coopérative Néonomia, Alliés pour entreprendre, qui est, on peut dire, un bébé de la Chambre genevoise, puisqu'il est issu quand même de tout un processus historique de ces dernières années, lié justement à la création de S1, l'incubateur de Après-GE, qui permettait d'accompagner, de former des nouveaux entrepreneurs qui avaient un but sociétal dans leur activité économique et non pas un but lucratif. Et de là est venu 5, 10, 15, 20, un peu plus, même voire 50, non, en tout cas plusieurs dizaines d'entrepreneurs sociaux qui ont finalement formé cette entreprise collective partagée au sein de la Chambre, et qui a suscité des créations d'associations, de réseaux comme J'échange en 2014. Et puis l'idée de pérenniser en fait cette mutualité d'entrepreneurs, ce réseau, par la notion d'entreprise collective partagée. Mais est venue cette décision donc, du conseil municipal genevois qui a coupé la subvention à cette rampe de lancement qui était S1, et avec ça, ces idées et ces débuts de réseau d'entreprise collective partagée. Donc en anticipant la chose, ces entrepreneurs se sont dit, mais comment pérenniser cet acquis social, cet acquis économique qu'on avait atteint. Et l'idée d'une coopérative est assez rapidement venue, d'où la création, en tout cas en assemblée constitutive, tout d'abord en avril de cette année, de cette coopérative. Il y a eu une petite gestation de 2 mois avant qu'on soit inscrit au registre du commerce, parce que les choses prennent du temps. Et le 20 juin de cette année, nous existons. Ces entrepreneurs salariés, ils sont à but non lucratif et ils ont plusieurs objectifs. C'est déjà inscrire cette façon assez alternative de faire de l'entrepreneuriat à l'échelle romande, soutenir évidemment les valeurs, la charte de l'économie sociale et solidaire, promouvoir ce travail en réseau et puis la synergie des expériences qu'elle produit. Et puis creuser cette idée de mutualisation des intérêts professionnels, économiques. Et comme on le verra, je vous expliquerai un peu plus en avant le fonctionnement de la coopérative au niveau administratif notamment. C'est une manière évidemment de favoriser l'emploi de manière indépendante, mais aussi sécurisée, comme on va le voir. Alors j'entre directement dans le vif du sujet. Donc vous avez une coopérative d'entrepreneurs dits salariés.
c'est vrai que c'est un statut qui avait été creusé, qui n'existe pas en Suisse. Il existe en France par contre, puisque la France a une approche un peu plus top-down par des lois. Il existe une loi de l'économie sociale et solidaire qui soutient les coopératives et puis qui officialise ce statut d'entrepreneur salarié. De quoi il s'agit? Alors c'est une relation de confiance contractuelle entre l'entrepreneur et la coopérative pour déjà tout simplement la prise en charge des aspects comptables et puis des couvertures liées aux assurances sociales pour que l'entrepreneur ne tombe pas dans le statut d'indépendant avec ses désavantages de ne pas pouvoir cotiser à la LPP ou bénéficier de l'assurance perte de gain. C'est, si on va un peu plus loin, la possibilité de mutualiser des moyens informatiques. Alors typiquement, aujourd'hui, on a un logiciel comptable mutualisé que tous les coopérateurs entrepreneurs utilisent. Comme on est tout jeune, on n'a pas encore de local, et à la limite, on n'aurait pas forcément besoin de local, puisque ces entrepreneurs sont libres, sont autonomes dans leurs propres activités. Ils peuvent travailler chez eux ou dans des espaces de coworking. Pourquoi pas des réunions ici à Pôle Sud. La semaine passée, on a fait notre conseil d'administration au-dessus. Voilà, donc il y a cette mutualisation qui fait qu'on est moins dépendant d'espaces physiques, d'infrastructures. C'est aussi l'appartenance à un réseau de plusieurs types d'activités. Comme vous le verrez, c'est des activités liées à la santé ou à la communication, au développement de la science aussi, à l'éthique, à l'écologie. Donc il y a certaines valeurs, évidemment. On a une charte, notamment, qui garantit qu'on ne déborde pas d'un côté ou de l'autre par rapport à nos activités. J'y reviendrai. C'est aussi, puisqu'il s'agit d'entrepreneuriat, de tester de manière sécurisée, encore une fois, des activités économiques qui sont novatrices dans justement ces secteurs qui sont innovants et qui creusent les aspects de participation, de management participatif, de promotion de la santé, d'éco-conception aussi, par exemple. Et c'est donc l'opportunité d'échanger et pourquoi pas de ne plus rester dans son activité d'indépendant, guillemets, de solitude entrepreneuriale, mais de peut-être monter des projets communs ou répondre à des appels d'offres à 2, à 3 ou à 4 selon la taille du mandat et des services demandés. Moi, j'arrive pas à lire par contre. J'ai écrit beaucoup trop de choses. C'est quand même important de comprendre, c'est vrai que c'est un statut assez novateur, comme je vous le disais, et c'est donc bien un contrat entre la coopérative et puis, bon, on a, pour faire simple, on a un salarié comptable à l'intérieur de la coopérative qui gère donc tous les 13 entrepreneurs pour l'instant que l'on est, qui gère la comptabilité de ces 13 entrepreneurs. La personne, l'entrepreneur, c'est une personne physique qui, elle, est salariée pour justement pallier au problème de l'indépendant. Elle est engagée donc, comme un salarié avec un contrat à durée indéterminée et cela permet d'avoir une sorte de relation assez normale entre une relation tripartite entre la coopérative, celui qui va mener le mandat, l'entrepreneur, et puis la clientèle de l'entrepreneur. Donc en fait, c'est pas la coopérative qui va forcément prospecter, même si on va évidemment promouvoir son fonctionnement, son existence. On a évidemment un nom, un branding, une identité visuelle, je veux dire. Et c'est tout à son honneur que de promouvoir sa singularité. Mais d'abord, il faut que ça fonctionne et il faut mettre en avant évidemment chaque compétence des collaborateurs, des coopérateurs. Donc c'est le coopérateur entrepreneur qui fait ses démarchages individuellement, réaliser ses prestations
et en relation directe avec le client sans passer par un directeur, une directrice, un président, une présidente d'association de coopérative. Le coopérateur est accompagné, donc, que je vous le disais, sur le plan administratif et financier, plus éventuellement, et ça c'est tout en développement, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, une existence seulement de 2 ou 3 mois, donc on met tout en place en ce moment, les outils de communication, et puis notre stratégie à moyen long terme. Donc le coopérateur cotise grâce à cette mutualité aux assurances chômage, à l'APG, au deuxième pilier, paye sa TVA. Il adhère d'un autre côté quand même à une certaine valeur pour garder et conserver le cadre éthique de la démarche. Et notamment, on vient de rédiger une charte là, vous pourrez prendre il y a quelques exemplaires, qui s'appuie assez principalement sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Neonomia, pour qu'elle subsiste, pour fonctionner, elle doit bien avoir un certain modèle d'affaires, un modèle de revenus. Donc elle prélève, on a un fonctionnement de prélèvement sur chaque chiffre d'affaires des entrepreneurs pour assurer ses frais de gestion, ses frais de fonctionnement et assurer ses prestations administratives. Alors voici en gros le modèle de prélèvement. Auparavant, SA avait décidé de fonctionner avec un taux plat à 10% de prélèvement. On a décidé d'être dégressif en fonction du chiffre d'affaires de chaque entrepreneur, pour inciter aussi au développement de nos activités qu'on considère quand même assez novatrices, puisqu'on n'accepte évidemment pas tout entrepreneur dans cette coopérative. Il y a un filtre à la base d'accueil et puis d'évaluation sociétale, je dirais, de l'activité. Le fonctionnement, il est tout simple par rapport au statut de la coopérative. Chaque entrepreneur achète une part sociale au moins pour devenir membre. On peut évidemment devenir membre sans être entrepreneur pour soutenir la coopérative, avoir une voix et puis participer aux décisions. On a par exemple les 2 chambres de l'économie sociale et solidaire qui sont également coopérateurs. On a décidé pour soutenir cette activité dans une petite cotisation au départ, différenciée entre les coopérateurs entrepreneurs et non-entrepreneurs. Tout comme la chambre, on a un petit bassin d'activités diverses. Ça va de la communication au graphisme, l'infographie, à la science. Vous voyez, on a un neuroscientifique, d'ailleurs, qui est co-président de la coopérative. On a des gens qui font de l'informatique de proximité, par exemple, pour aider associations, voire personnes âgées qui sont démunies par rapport à l'évolution rapide des outils informatiques. On a des consultants seniors de la coopération internationale qui voulaient bénéficier aussi d'un cadre un peu plus collectif et pas rester seuls dans leur bureau à faire leur étude ou sur le terrain. Évidemment que la durabilité, j'en fais partie, fait partie des prestations de Neonomia, l'éco-conception, comme je vous dis, ou bien pourquoi pas des prestations d'écotourisme. On a donc 7 conseillers administratifs, 3 coopérateurs non-entrepreneurs, c'est le salarié comptable. On a un administrateur pour tout ce qui est l'infrastructure quand même de base, informatique, et puis assurer cette gestion collective et mutualisée. Et donc pour l'instant, 10 coopérateurs qui sont entrepreneurs et actifs à l'heure actuelle. Les prestations, je vous en ai déjà parlé. On a aussi des prestations de prévention et promotion de la santé. Et puis tout ce qui est les nouveaux concepts justement d'organisation et d'intelligence collective qui viennent assez fortement maintenant et qui questionnent les organisations conventionnelles.
comment mieux décider ensemble, comment limiter les effets de burn-out, par exemple, de pression, qu'elle soit économique ou salariale, de rendement, etc. etc. Donc, avec cette éthique qu'on a tous en tête, on aimerait participer, si vous voulez, à la transition. Et je pense que la transition, ça peut être le référentiel auquel, pour l'instant, on s'accroche, même si c'est encore vague, mais le développement durable a fait son temps. On a vu qu'il n'a pas été vraiment efficace, puis atteint ses résultats. On pense qu'il faut aller plus loin, et puis que c'est une transition globale, c'est-à-dire pas seulement écologique ou d'efficience énergétique. On nous rabâche ce mot tout le temps, alors que l'efficience, finalement, c'est encore un autre mot pour la croissance. Et c'est vraiment, je pense, une transition plus profondément culturelle dont il s'agit. Et Neonomia est un exemple d'innovation, si vous voulez, pas seulement technologique, mais d'innovation sociale, socio-économique et juridique, puisque en Suisse, il va falloir promouvoir ce statut, se faire reconnaître, limiter les risques, par exemple, par rapport à l'Office cantonal du chômage. Donc, il y a eu déjà à l'époque de S1 des transactions, des négociations pour faire reconnaître ce statut d'entrepreneur salarié. Le secrétariat d'État à l'économie, donc au niveau fédéral, a aussi été sollicité pour qu'on ait un minimum de reconnaissance juridique et puis un règlement qui permette de respecter le code des obligations en Suisse et se considérer comme un salarié, malgré le fait qu'on soit des entrepreneurs relativement indépendants dans le fonctionnement. Donc il s'agit bien, on espère de lancer non pas peut-être un pavé dans la mare, mais un élan vers de nouvelles formes innovantes d'économie qui pour l'instant se rattachent à ce socle quand même bien cohérent de valeurs économiques qui sont à la fois des valeurs qui soutiennent tout le dynamisme collectif aujourd'hui, mais aussi l'individu dans sa globalité, non pas seulement comme homo economicus ou consommateur, mais quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a des idées, qui veut les partager et puis qui veut les concrétiser, quoi. On se rattache beaucoup à l'idée de société civile, évidemment, puisque après les politiques publiques qui ne fonctionnent pas tellement bien ou bien qui se reposent sur le marché, après le marché justement qui fonctionne cas à cas dans notre économie, un marché soi-disant libre, on se trouve finalement à cheval entre la sphère individuelle et la sphère collective, à trouver un chemin certes étroit, mais on espère possible. Je vous ai mis la notion d'auto-entrepreneuriat dont on parle souvent, mais ma collègue du comité de la Chambre vaudoise, Madame Yvette Yagui, pour ne pas la nommer, m'a dit attention Alexandre, l'auto-entrepreneuriat c'est une référence à la France, enfin à la mondialisation, à Uber, à la libérisation. Et faites attention de vous différencier en effet par rapport à ce modèle d'affaires-là. Et je crois qu'on souhaite en effet se différencier carrément, puisqu'il y a cette mutualité, il y a ce réseau, cette solidarité finalement implicite entre les coopérateurs. Donc finalement c'est quelque chose d'assez intégré qui combine liberté, sécurité et puis éthique. Et implicitement, j'ai remarqué après 3 mois de fonctionnement, à travailler une fois chez moi, une fois à louer les locaux de la chambre, à être dans un espace de coworking ou bien une petite réunion bilatérale dans un café, avoir 2 clients, pouvoir être assez flexible par rapport à ces demandes de séance, faire mon agenda un peu librement, travailler le week-end si je veux ou pas, faire une pause pendant la semaine. J'ai vu qu'il y avait une certaine agilité, comme on dit aujourd'hui, en tout cas une certaine flexibilité de travail qui respecte finalement ma propre biologie, mes propres facteurs physiques et comment je veux agir pour la société en tant qu'individu avec mon corps, mon cœur et mon esprit.
On n'est pas que des philosophes, on a des objectifs concrets, je dirais, de croissance, pour jeter le mot, de croissance éthique, de croissance durable, mais qui se découple évidemment d'une empreinte écologique qui grandirait, puisqu'on essaye vraiment de promouvoir cette société de transition. On a toutes sortes de choses à découvrir en tous ces coopérateurs qui font différentes choses, de la neuroscience à la communication, en passant par la santé, à faire des synergies et pourquoi pas créer des nouvelles compétences par l'intelligence collective, par la réunion de différentes disciplines. On parle beaucoup d'économie collaborative aujourd'hui, on s'en détache puisqu'on essaie d'aller vraiment plus loin, puis disons suivre le mot réellement dans toute sa spécificité et ses dimensions. Et puis, en dernier lieu, c'est une occasion aussi de participer au mouvement de coopérative, au mouvement des coopératives à l'échelle suisse, européenne et mondiale, qui, j'ai l'impression, renaît aujourd'hui. Vous avez les coopératives agricoles, les coopératives d'habitation, les coopératives liées aux énergies renouvelables, et pourquoi pas les coopératives d'entrepreneurs. C'est des choses qui existent en France, comme je vous le disais, à travers les SCOP, par exemple, les sociétés coopératives et participatives, ou bien les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui grossissent mais maintiennent un fonctionnement participatif, une certaine éthique de travail, et puis une contribution au développement d'une économie locale qui n'exporte pas, n'importe pas déchets, marchandises et capitaux à travers le monde. Donc je vous pose la question, est-ce que pour vous c'est un modèle peut-être à suivre entre liberté et solidarité qui se réconcilierait par ce fonctionnement? Voilà, merci de votre attention. Le salaire, il est fixé en fonction des entrées que l'entrepreneur a, ou donc il n'est donc pas fixé, ou il est fixé quand même? Alors, on est en discussion de fixer une sorte de salaire plancher, mais évidemment proportionnel aux prévisions financières de revenus sur 12 mois, de revenus annuels. Donc chaque entrepreneur doit faire son prévisionnel financier, si vous voulez, sur 12 mois, puis prévoir plus ou moins quel sera son salaire, et notamment quelles seront les déductions pour les assurances, premier, deuxième, troisième pilier, premier, deuxième, pour que le comptable puisse faire son travail au mieux, déjà d'une part, et puis qu'on puisse voir venir. Mais en effet, il y a la question de la fluctuation du revenu trimestriel ou de semestre en semestre, qui fait que c'est une gestion un peu compliquée, et probablement qu'on va vers un salaire minimum, c'est-à-dire qu'on va toucher chaque mois un salaire de base, et puis qui sera réajusté probablement à la hausse si le chiffre d'affaires correspond, voilà, c'est le différentiel. Alors voilà, après 1 ou 2 mois, il y a quand même des rentrées des 10 entrepreneurs, et ça permet de tout juste fonctionner. Mais en effet, il faut quand même une circulation de la liquidité pour assurer le revenu du comptable, de l'administrateur, et puis du fonctionnement en général, quoi. Mais quand on dit entrepreneur salarié, c'est pas qu'il y a un salaire fixe qui va à la fin du mois aussi. Alors on devrait fonctionner comme ça. Ça faisait partie de notre discussion la semaine passée dans ces locaux ici. Simplement pour avoir l'assurance d'un revenu indépendant du revenu qui fluctue de mois en mois, quoi. Donc c'est vrai que la vie de l'entrepreneur salarié, elle est en effet assez irrégulière. Et puis comme vous le savez, les mois d'été, on a une baisse de revenus, on est moins actifs, les gens sont en vacances. Mais on ne voudrait pas se retrouver à attendre le gros salaire de septembre après 2 ou 3 mois d'inactivité, d'activité partielle.
Oui. Là, ce qu'on a vu, c'était un collectif d'individuels, d'indépendants. Dans le cas où il y a, je ne sais pas, un entrepreneur, ça marche très bien, il a besoin d'avoir d'autres personnes qui le rejoignent pour son activité qui ne sont pas présentes dans la coopérative. Oui. Est-ce que le modèle, c'est qu'ils rejoignent la coopérative, ça vient d'autres entrepreneurs salariés, Voilà. ou carrément volent vers une PME, ou c'est quoi un peu l'idée? Non, on veut garder vraiment le modèle, mais d'ouvrir la porte sur l'engagement possible d'un entrepreneur, de stagiaire ou d'employé qui en effet va l'aider à mettre en œuvre, répondre à ses prestations, quoi. Donc, le même statut que lui? Et il serait coopérateur, mais salarié de la coopérative. Tandis, ouais, si vous voulez. Mais sauf que lui, il a le statut d'entrepreneur parce qu'il donne le travail dans le fonctionnement. Mais il serait les deux coopérateurs, tout à fait. Avec un salaire peut-être plus fixe. Et puis alors, il faudrait imaginer un contrat supplémentaire entre le coopérateur entrepreneur et ses salariés. Parce qu'à ce moment-là, l'employé est engagé par la coopérative ou engagé par l'entrepreneur? Il est engagé par la coopérative quand même. Mais choisi par l'entrepreneur. Mais choisi par l'entrepreneur. Donc c'est la coopérative qui prend le risque. Que s'il n'y a pas des entrées qui rentrent suffisants pour l'employé, c'est la coopérative qui paye. Oui. Est-ce qu'au moment de l'entrée d'un entrepreneur, il y a une prestation d'un business plan et puis on pourrait refuser quelqu'un qui a une idée qui ne paraît pas réaliste économiquement? Oui, alors on a mis un dispositif qui couvre en fait les aspects d'une part économiques, financiers et puis les aspects sociétaux. C'est-à-dire qu'on demande un business plan par rapport à l'entrepreneur. On évalue l'activité en elle-même, les prestations, en fonction de notre charte qui, pour faire court, rassemble des incitations vers plus d'écologie, plus de solidarité, de santé, etc. etc. Et ensuite, alors il y a un petit groupe de travail. On est organisé comme une coopérative avec des commissions, des groupes de travail. On a un groupe ressources humaines, quelqu'un qui reçoit les dossiers, qui les évalue, fait un premier préavis. Si c'est bon, il y a un entretien qui se fait avec 2-3 personnes de la coopérative. Une évaluation économique, donc financière et sociétale de l'activité. Et puis là, on peut refuser, soit par des questions de viabilité financière, on estime que c'est trop à risque, peut-être trop idéaliste, trop éthique, ou bien alors, au contraire pas assez, c'est une activité toute traditionnelle et elle pourrait le faire autrement par ailleurs. Mais je ne suis pas sûr de tout avoir compris. Ça, c'est normal. Je me demande, est-ce que les entrepreneurs ils fournissent des services? Est-ce que c'est la coopérative qui fournit un service suite à un mandat? Est-ce qu'il y a des synergies à l'intérieur des entrepreneurs? Concrètement, un exemple, comment ça marche? Alors en fait, on est toujours à deux niveaux, il y a toujours deux possibilités. Il y a soit le minimum, c'est-à-dire la coopérative couvre la gestion administrative quotidienne et puis l'entrepreneur est seul dans ses prestations, ses contacts clients, son mandat, etc. par rapport à ses propres compétences spécifiques. Mais le deuxième cas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que vraiment, et je dirais que c'est le plus intéressant, c'est qu'il commence à avoir des synergies. Pourquoi pas revisiter la brochure de responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise, puisqu'on a des compétences internes de communication, de graphisme, puis aussi des compétences liées aux questions de développement durable. Réunir cela, faire le travail, mais avec le plus néonomien, si vous voulez, ou d'éthique, pour dire, écoutez, là, votre brochure, on essaie de... Vous n'écrivez pas cela parce que ça ressemble à du greenwashing, ou bien on vous propose ceci, mettez plutôt en avant cela, ou dans le rapport annuel prochain, voilà, faites un peu mieux. Donc il y a en effet tout un potentiel de prestations communes qu'on ne connaît pas forcément. On a identifié des pôles, coopération et durabilité, communication,
montage juridico-administratif d'entreprise, pourquoi pas, ça c'est à développer, à creuser, similaire à ce que faisait ESSA. Mais voilà, c'est à imaginer, et je crois que ça fait appel à cette intelligence collective que 4-5 opérateurs dans le même bassin de compétences se rencontrent, créent un petit peu fasse mousser un petit peu les choses, et puis qu'après on anticipe le marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que telle ou telle collectivité publique ou organisation privée réponde exactement à ces nouvelles compétences. Il va falloir démarcher et proposer ça. Mais on n'y est pas encore. On peut proposer des choses tout à fait classiques à 2, à 3 ou à 4 coopérateurs.